Je rappelle quelques enjeux pour les territoires concernant l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. 5 pour faire simple, et qui se déclinent tout autant du niveau local au niveau régional, d'une métropole ou d'une grande région, d'une petite région. Il y a évidemment, puisqu'on parle d'innovation, un enjeu économique, cela va de soi. Pour ces territoires, la situation des économies régionales, les différents problèmes liés à ce qu'on connaît aujourd'hui dans notre pays concernant la croissance, ses enjeux, la transition énergétique, l'industrie, la mondialisation, tout ça, ça a des implications évidemment au niveau territorial et la recherche, l'enseignement supérieur avec l'innovation sont présentés comme des clés évidemment du renouveau du tissu industriel territorial, du tissu économique de façon plus générale. Et tous les jours, nous déclinons ces problématiques d'innovation au sens très large, innovation technologique, innovation plus générale, y compris innovation territoriale d'ailleurs, pour mettre en avant des stratégies et des actions fortes. Je ne vais pas plus loin, mais on comprend tout de suite évidemment ce dont je parle. Le deuxième enjeu, pour les territoires, et notamment du côté des régions, qui ont des compétences fortes dans ces domaines, c'est des enjeux autour de la formation et de la jeunesse. Car là, les universités, les écoles d'ingénieurs, tout ce dispositif d'enseignement supérieur, il est là pour répondre aussi à des attentes, pour former des jeunes, pour parfois même d'ailleurs qualifier ou requalifier des jeunes. J'évoquais tout à l'heure les questions d'apprentissage, de formation permanente, des jeunes ou des moins jeunes. C'est un deuxième enjeu extrêmement fort. Le troisième, il est sur ce qu'on appelle de façon un peu rapide l'attractivité. Il est évident que des grandes performances de laboratoires de recherche universitaires, puisqu'on parle d'université, mais ce que je dis est vrai aussi pour des entreprises privées installées dans les territoires, des médailles, des lauréats, des travaux de recherche célébrés, des réalisations mises en avant avec des investissements très importants. Tout ça concourt à l'attractivité d'un territoire et c'est quelque chose d'important pour les élus territoriaux d'avoir ces éléments-là près d'eux, dans leur environnement pour promouvoir des territoires, pour promouvoir des stratégies. Ce qu'on appelle l'excellence, là pour le coup, est un atout dans la stratégie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal de contradictions dans tous les coins. Je crois qu'en voilà une. En voilà un. Je voudrais aussi insister sur un autre enjeu qui est un enjeu société. N'oublions pas que l'enseignement supérieur, la recherche, c'est sciences et société, c'est la culture scientifique et technique, c'est tout ce qui contribue sur les territoires à promouvoir, bien entendu, les enjeux de la science, la promotion des carrières scientifiques, mais aussi toutes ces traductions concernant la vie en société. Et les régions, pour ce qui les concerne, maintenant, développent de plus en plus des actions. La loi de Geneviève Fioraso, d'ailleurs, a fait en sorte qu'on leur transfère désormais un peu de crédits qui permettent de soutenir ce qu'on appelait les centres de culture scientifique. Et puis, dernier enjeu, un enjeu d'aménagement du territoire, c'est une compétence première des régions. Et là, de nouveau, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, que Khaled a évoqué aussi, pour les universités, la politique de l'excellence, que veut-elle dire aussi en direction des villes moyennes? Il y a des régions qui ont des caractéristiques urbaines très particulières parfois, et donc conjuguer la matière enseignement supérieur avec les territoires peut amener des enjeux importants qui, il y a 20 ans, étaient considérés comme naturels et qui, j'ai l'impression, aujourd'hui, sont parfois revus à l'aune des exigences qui sont mises pour les uns et pour les autres. Premier élément que je voulais indiquer. Deuxième élément, je reviens un peu sur ces réformes, ou tout du moins sur ces changements importants, je pense. Je ne sais pas s'il faut parler de changement, mais vraiment de grands changements dans le paysage qui font qu'aujourd'hui ce thème est plus du tout à appréhender comme il l'était
il y a 20 ans, où déjà on voyait apparaître le phénomène des régions, le fait régional. Je crois qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Je ne reviens pas longtemps sur la loi de 2013, la loi enseignement supérieur recherche de Geneviève Fioraso. Je ne remonte pas non plus en avant, mais on voit bien que depuis quelques années, il y a, je pense, un élément important qui est la montée en puissance stratégique des universités. Des universités. Moi, ça me paraît flagrant. Du coup, on parle de recherche. La question des grands organismes de recherche, qui est dans le paysage de ce pays depuis très longtemps, est en train peut-être de prendre un tour nouveau. Il y a quelques années, en région, on n'avait qu'une préoccupation, c'était en gros les bataillons du CNRS. Combien sont-ils? Comment on peut les développer? J'oublie pas l'INSERM, l'INRA, les grands organismes, mais pour un élu, le label CNRS, les effectifs CNRS, c'était des critères pour mesurer la force, pour mesurer tous ces enjeux. J'ai l'impression aujourd'hui, et je suis ingénieur au CNRS par ailleurs, donc je mesure tout à fait ce que je dis, mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a changé de logique. Aujourd'hui, pour les élus territoriaux, pour les régions, les universités constituent les socles de base autour desquels s'organisent maintenant les grandes stratégies. Et c'est au travers des universités, je dis universités au sens large, j'inclus les communes bien entendu, que se mettent en avant. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une montée en puissance stratégique des universités qui me paraît un phénomène nouveau, qui n'était pas comme ainsi dans le paysage il y a quelques années où on allait frapper souvent à la porte du CNRS, à la porte de l'INRA. On le fait toujours, mais je pense que c'est plus tout à fait la même chose. Et de ce point de vue-là, ce qui se fait au travers de ce qu'on appelle maintenant les politiques de site amène à réfléchir évidemment à tout cela, à vous, mais aussi bien entendu du côté des régions. Et l'excellence, la compétitivité, l'interdisciplinarité, la coopération aussi quand même, il faut en parler, sont des éléments qui me paraissent extrêmement nouveaux, importants, et qui viennent peut-être perturber ce qui était jusqu'alors un peu le modèle français en matière d'organisation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il faut l'avoir en tête. Alors, par contre, je vais parler un peu plus longuement d'un deuxième grand changement, qui est le changement des territoires, la réforme ou les réformes territoriales qui se succèdent depuis quelque temps, amènent, je crois, des éléments tout à fait nouveaux aussi dans le traitement de la question qui est posée, l'université dans ces territoires. Je vais aller vite, mais je voudrais citer quatre éléments, je pense, importants ou plus ou moins importants. Le premier, il est d'actualité, c'est le passage à 13 régions. Évidemment, cela va avoir des conséquences, je pense, très importantes dans les rapports que les régions vont avoir avec les universités. Et alors là, on a tous la carte de France en tête, les 13 nouvelles comparées aux anciennes. Tout ça ne coïncide pas tout à fait avec les communes ou avec les exercices précédents. Il n'empêche que ce qui est important dans ce passage aux 13 régions, ce n'est pas les moyens, car hélas, les 13 régions n'auront pas forcément de grands moyens nouveaux, mais c'est la puissance qui va leur être donnée, la légitimité, la représentation que ces territoires élargis vont avoir dans leur rapport avec la politique nationale, dans leur rapport avec le gouvernement, dans leur rapport avec les politiques publiques, et notamment avec la politique publique d'enseignement supérieur, je pense, il y a là des éléments qui vont apparaître très très vite et qui vont changer de façon sensible la donne. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on assistait à la montée en puissance stratégique des universités. Je pense qu'on va assister à la montée en puissance stratégique des régions, car là, il y a un élément qui, à mon avis, s'inscrit dans la durée et dont on ne connaît peut-être pas encore l'évolution complète. Deuxième réforme, la loi NOTRe, qui est un peu déconnectée, voire même complètement déconnectée de la modification de la carte des régions. Je ne vais pas la détailler. Elle a des éléments importants, là aussi en termes stratégiques, qui concernent le champ de l'enseignement supérieur de la recherche
et de l'innovation. Le mot innovation est cité à 2 reprises dans des schémas stratégiques, un schéma stratégique qui s'opposera, le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, il y a 2 I, qui va être mis en place. Il y a aussi les schémas sur l'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation. Et puis il y en a un 3e en matière d'aménagement du territoire qui va être très très puissant aussi comme un élément concernant les régions. Je vous rappelle que la clause de compétence générale a disparu. Et donc, il était temps. Oui, mais, il était temps. Oui, mais la conséquence de cela, c'est qu'il y aura des rapports contractuels à établir entre les collectivités pour continuer à soutenir l'enseignement supérieur et la recherche. Parce que, attention, c'est vrai que c'était peut-être un peu confus ce millefeuille, mais il avait des opportunités importantes pour vous, les présidents d'université, parce que vous réussissiez malgré tout, dans des exercices dont vous êtes devenus les maîtres, à faire financer les villes, les agglos, les métropoles, les départements, les régions. Voilà, tout ça, ça s'empilait, mais ça s'empilait pour donner quand même des moyens. Moi, j'observe dans ma seule région, dans la basse Normandie, j'allais dire la Normandie, je devais être trop loin, que déjà les départements se retirent, et notamment que le département le plus important est en train de se retirer au nom des problèmes généraux que les collectivités rencontrent, et puis par anticipation un peu de ces évolutions que la loi NOTRe amène en disant vous allez bientôt vous occuper de tout ça, donc voilà. Et ça s'est traduit d'ailleurs dans le contrat de plan de façon très explicite. Je ne sais pas, on a essayé de faire un inventaire au niveau de l'ARF, mais ce phénomène est pratiquement, se rencontre pratiquement partout et il est extrêmement important. Donc la loi NOTRe, elle va être, je crois, à une étape forte dans ces évolutions. Et je posais la question de savoir si Pierre Cohen venait tout à l'heure, parce qu'il a fait un rapport sur la question des métropoles et des régions. Et c'est important de regarder aussi ce qui se passera, puisque une loi antérieure à la loi NOTRe, qui s'appelle la loi MAPTAM, a donné aux métropoles des vocations importantes en matière de développement économique et dans leur relation avec les régions. Derrière l'économie, il y a l'innovation, il y a la stratégie de formation supérieure, et donc vous, les universités, serez au cœur de ces rapports nouveaux à construire entre les métropoles et les régions. Un paysage totalement différent d'une région à l'autre, évidemment. Je ne comparerai pas la région actuellement Midi-Pyrénées, n'est-ce pas Bertrand, à la mienne, de ce point de vue-là, où dans les nouveaux ensembles régionaux, comment les métropoles auront leur place ici ou là. 3e grand réforme ou élément décisionnel important, ce sont les fonds européens. Depuis 2014, le président de la République avait pris un engagement devant les présidents de région de leur permettre de devenir autorité de gestion de ces fonds européens. Seule l'Alsace l'avait été dans la version précédente des programmes européens. Depuis 2014, depuis que les nouveaux programmes se déclinent, les régions sont autorités organisatrices, autorités de gestion, pardon, et il y a un fonds qui vous intéresse, c'est le FEDER. C'est plus de 8 milliards d'euros sur l'ensemble des régions. Plus de la moitié, ou un peu, environ la moitié, a vocation à être affectée à des actions dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en incluant la transition énergétique, puisque de près ou de loin, il y a des opportunités en matière de recherche dans ce domaine. Et nous mettons en place, là, en ce moment, ces fonds européens. Et il y a évidemment, du coup, là aussi, un élément tout à fait nouveau, puisque au-delà des contraintes, au-delà des règlements, au-delà des règles que l'Europe fixe et que les régions appliquent, comme le faisaient avant les préfets, il y a quand même ces fonds qui interviennent dans des stratégies, puisque ces fonds sont accompagnés de cofinancement venant des pouvoirs publics, que ce soit les régions elles-mêmes, ou les autres collectivités, ou l'État, évidemment. Puis je cite, pour terminer, les contrats de plan État-région, qui ont succédé aux contrats de projet État-région, qui se sont mis en place, sont tous signés maintenant, ont un peu changé dans leur configuration,
au-delà du simple effet financement, hein, puisqu'on a tous évoqué à l'époque, et l'ARF d'ailleurs a beaucoup plaidé auprès de Geneviève Fioraso il y a un an pour faire en sorte que la place de l'enseignement supérieur et de la recherche dans ces contrats de plan soit renforcée, soit améliorée par rapport aux versions initiales. Ces contrats de plan vont quand même venir aussi apporter des éléments importants. Troisième élément que je veux citer, ça concerne de façon plus générale les financements publics. Je pense qu'au-delà des réformes, on assiste aussi à un grand changement dans les modalités d'affectation des fonds publics et dans leur niveau aussi. Évidemment, la question des finances publiques impacte d'abord l'État et le financement de la recherche et de l'enseignement supérieur dans le cadre du budget national, mais ces impactent aussi les collectivités, vous le savez, et donc cette question des financements publics devient importante, préoccupante, où elle doit mobiliser l'attention. Et elle est, je crois, importante à prendre en compte dans cette réflexion. Elle concerne les collectivités. Je ne veux pas ne pas oublier aussi les fonds européens, mais sous l'angle de la stratégie, là, cette fois-ci 2020 à Bruxelles, qui vous concerne et qui est importante pour nous aussi. Et puis les problématiques de financement venant du secteur privé, mais M. Bello en parlera beaucoup mieux que moi. Tout ça fait que l'évolution de ce financement et les modalités d'affectation des fonds publics changent. Il suffit que je cite le sigle PIA pour que vous compreniez très bien ce que ça veut dire, comment aujourd'hui la sélection des ICIT se fait, pour prendre un exemple, comment les financements se font aussi. Je crois qu'on est dans un changement d'époque et qu'il faut en tenir compte. Je veux terminer en parlant innovation et territoire, car c'est une question du coup extrêmement importante. Et je terminerai sur cette petite provocation que j'ai faite en parlant de régions actionnaires. Vous verrez, vous comprendrez tout de suite. Là, le sujet, il est quotidien, il est très prégnant. On emploie des références diverses. On parle des écosystèmes, c'est très à la mode, pour tisser ces réseaux, ces relations entre les territoires et les compétences scientifiques et technologiques qui existent, et notamment celles des universités. Beaucoup a été fait. On assiste à des évolutions dans le temps, dans les structures, les programmes, les modalités d'action. Là aussi, le transfert de technologies, les structures qui avaient été créées il y a 20 ans, leur évolution aujourd'hui. Mais je veux peut-être insister sur les SAT. Ces outils qui ont été mis en place, dont l'évolution, à mon avis, est inéluctable, et qui sont, pour nous, régions, un sujet particulier, car la politique de valorisation dont vous avez la charge, évidemment, débouche sur un des enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure, le développement économique, la création d'entreprises innovantes. Et au travers des SAT, on voit bien que, c'est là-dessus que je veux atterrir, que les régions, peut-être demain, vont être des partenaires dont la nature, dans son intervention, va changer. Et c'est pour ça que je parlais d'actionnaires tout à l'heure. Il faut que vous sachiez que dans le champ économique, les régions ne font plus aujourd'hui ce qu'elles faisaient parfaitement il y a 20 ans en finançant un bâtiment pour une entreprise ou un programme d'investissement dans une entreprise. Mais aujourd'hui, les régions sont donc plus mobilisées dans ce qu'on appelle le financement de l'innovation, dans ces fonds d'amorçage, ces fonds d'investissement au travers de la BPI, directement ou indirectement, au travers des garanties et des modalités très sophistiquées d'accompagnement de la BPI dans son soutien au monde économique. Eh bien, ces évolutions sont fortes. Et dans les financements, dans la proportion des financements, les financements classiques diminuent et ce sont ces types de financements nouveaux qui interviennent, qui font qu'indirectement, au travers de leur participation à des sociétés d'investissement ou sur des techniques de fonds publics, les régions deviennent, entre guillemets, c'est bien entendu un terme un peu trop fort, mais en plus la loi encadre très bien cela, mais deviennent un peu des actionnaires du développement. Et je pense qu'il faut y réfléchir dans les problématiques de politique de valorisation que vous mettez en place. C'est pour ça que j'ai parlé des SAT.
qui font que jusqu'alors les régions ne pouvaient pas intervenir dans les SAT, mais je pense que des assouplissements et des évolutions vont intervenir vite parce que voilà, les besoins sont là, l'action est là, la proximité du fait régional, du rôle des élus, des territoires, j'y associe de façon générale bien entendu notamment les métropoles, font qu'il y a des changements très très forts et ils vont concourir, je pense, à faire évoluer ce paysage. Voilà, merci de votre attention et je suis évidemment maintenant impatient d'entendre les questions.